Au début des années 50, alors que la situation économique difficile qui prévaut dans l'Est du Québec a pour effet la stagnation du niveau d'expansion et la survie précaire de la population, les gens du Bas-Saint-Laurent et surtout les principaux organismes économiques sentent le besoin de concentrer leurs efforts en vue du développement économique de la région. Pour donner suite aux représentations dynamiques de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent, les gouvernements fédéral et provincial invitent des organismes à mettre sur pied le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec. Nous sommes en juillet 1963. De 63 à 66, des jeunes chercheurs de toutes disciplines travaillent à l'élaboration d'un plan d'aménagement. Une partie de la population est consultée et un nombre considérable d'aspects physiques et humains sont abordés. Les recommandations les plus marquantes de ce plan sont celles qui ont trait à l'espace régional. Elles demandent la fusion de municipalités et la fermeture de certaines paroisses marginales. Des paroisses du JAL sont du nombre. En mars 66, les gouvernements fédéral et provincial signent une première entente de coopération. La population a accueilli la signature de cette entente avec joie. Cependant, le désenchantement est vite apparu. Cette déception gagna rapidement l'ensemble de la population lorsque les réalisations concrètes tardèrent à prendre forme. Un vent de contestation s'éleva, c'est ainsi que les opérations dignité prirent naissance. Au cœur de cette dialectique, arrière-pays à aménager, arrière-pays à relocaliser, va naître un nouveau concept, celui de l'aménagement intégré des ressources. En automne 71, les citoyens de 3 paroisses, Saint-Just-du-Lac et son secteur l'Eau-Renversée, Eau-Claire et Le Jeune, pensent à l'intérêt de se regrouper pour contrer la fermeture des paroisses. Laissons-les nous raconter les étapes de la mise sur pied du projet. Le projet, lui, était fait, là. Il disait, là, il sortait là, toutes les ressources qu'on avait. Hein, il parlait. Dans le territoire, on a de la forêt qui est possible d'être exploitée. Hein, on a 85 000 acres de forêt. On a 15 000 acres en agriculture de terres défrichées, dont il y aurait un 12 000 qui seraient exploitables. Des lacs, des rivières. Puis dans le projet, là, on va dire dans l'entête du projet, il y avait aussi des ressources. La principale ressource qu'on avait, c'était des gens. On commençait à se parler de ça ensemble, les gars qui suivaient ces cours-là. Puis là, on a formé notre comité de citoyens à Le Jeune à la suite de ces rencontres-là. Et après ça, on s'est rencontrés, les 3 comités de citoyens de Saint-Just, Eau-Claire, Le Jeune. C'était des comités de citoyens qui avaient été formés suite aux opérations d'unité qui s'étaient mis en place là, au cours de l'automne 71. Puis là, on a vu la nécessité, là, justement, de former un comité intermunicipal où il y aurait des représentants là, des 3 paroisses qui seraient là-dessus, là, puis ensemble, là, qui pousseraient la démarche. Son rôle, c'était de préparer un projet avec l'aide d'un agronome pour notre milieu. Puis ça, on voulait demander l'aide technique qui nous manquait dans le milieu, soit un animateur social ou soit un technicien forestier, puis un technicien agricole aussi pour travailler dans le milieu. Puis c'est comme ça qu'on a demandé ça pour... Ça a été son rôle, le premier rôle, ça a été ça. Le projet étant une action communautaire de développement polyvalent et intégré de toutes les ressources, tant humaines que biophysiques, il fait appel au principe de l'autodétermination de la population. Les Jalois doivent être présents dans toutes les phases du projet, recherche, élaboration, exécution. En 1974, la population du JAL se donnait une structure appelée à être le maître d'œuvre de son développement, la coopérative de développement agroforestier du Témiscouata. Elle regroupe au sein de la population quelques 300 membres qui se réunissent annuellement. La coopérative est gérée par 12 administrateurs, soit 3 par secteur territorial. Elle reçoit en permanence les services de personnes ressources attachées au projet, gérants, commis comptables, agents de développement, secrétaires. La coopérative de développement a pour fonction l'étude et la coordination de projets ayant pour but l'aménagement des différentes ressources du milieu et la recherche d'emplois nouveaux pour la population locale. La coopérative est présente et active dans différents secteurs d'activité du JAL. Depuis sa mise en place, elle s'est penchée sur plusieurs dossiers et a participé à de nombreuses réalisations. L'année 1980 fut pour la coopérative une année de consolidation.
elle a centré ses efforts sur la stabilisation des projets déjà mis en place par elle. À travers tout cela, l'animation et l'information sont restées des préoccupations constantes de la coopérative. Durant cette année, elle a aussi axé ses efforts sur l'amélioration des services offerts à la population et aux organismes. C'est à la fin de cette même année qu'a eu lieu le colloque JAL Action Développement 80. Ce colloque avait pour but de reconsulter la population du JAL sur le développement à faire dans les 5 prochaines années. À la fin de ce colloque, des recommandations furent faites dans les différents secteurs d'intervention de la coopérative. La participation massive de la population démontra que le développement du milieu est encore un besoin ressenti. Le groupement forestier de l'Est du lac Témiscouata a pris naissance en juillet 1973. Son rôle est de développer et d'aménager la forêt, ressource importante dans notre milieu. Un groupement de propriétaires de boisés qui mettent leur boisé en commun pour le faire aménager rationnellement. Dans le JAL, évidemment, c'est un peu plus que ça, là, parce que selon la formule même du groupement forestier, c'est une formule gouvernementale, tu aurais le droit de traiter seulement de la forêt privée. Puis ici, si on veut aménager la ressource forêt, on ne peut pas se limiter uniquement à la forêt privée, ce serait ridicule. Il y a des grandes étendues de forêt publique tout autour de nous autres qui ne demandent rien que d'être aménagées rationnellement. Alors ça, disons que c'est un des grands objectifs, puis une des grosses luttes aussi du groupement forestier, que de se mériter l'accès à la forêt publique. Le groupement est lié à la coopérative de développement par un protocole d'entente. Son territoire comprenait d'abord les 3 paroisses du JAL, ensuite vinrent s'ajouter Notre-Dame-du-Lac, Ville-des-Julies et Squatec. L'aménagement forestier est la fonction première du groupement forestier. D'ailleurs, tous les travaux effectués visent à traiter la forêt de façon rationnelle. C'est ce qu'on nomme sylviculture. Un des avantages de sylviculture est de redonner de la valeur aux boisés. Le groupement forestier a la responsabilité des lots confiés par leurs propriétaires pour une période de 15 ans. De plus, cette société autonome participe activement au développement du secteur forestier en s'intéressant à l'intégration verticale des composantes de l'industrie du bois. Une première percée a été réalisée dans ce domaine lorsque le groupement forestier et les organismes de gestion en commun du Bas-Saint-Laurent se sont portés acquéreurs d'une usine de sciage à Rivière-Bleue. Le groupement forestier de l'Est du lac Témiscouata possède une structure originale qui laisse une grande place à ses 70 travailleurs. Disons que le groupement forestier est fait pour améliorer la forêt, mais il y a quelque chose de bien plus important que ça, c'est la valorisation des travailleurs. On s'est dit à un moment donné, mais il faudrait peut-être aussi que les travailleurs y apportent quand même beaucoup au groupement. Il faudrait peut-être donner la possibilité à ces gens-là de devenir actionnaires du groupement. Alors, depuis le mois dernier, là, est passé en Assemblée générale un règlement qui dit que le propriétaire est actionnaire, OK, mais le travailleur peut aussi devenir actionnaire du groupement en faisant un prêt. Les états financiers du groupement montrent des profits nets depuis 1977. L'organisme s'autofinance quand il s'agit de travaux à exécuter en forêt publique et reçoit l'aide du ministère de l'Énergie et des Ressources lorsqu'il sera en forêt privée. Cette aide gouvernementale fait d'ailleurs partie des programmes réguliers du ministère dont toute entreprise peut bénéficier. De cette exploitation rationnelle de la forêt est née une usine d'extraction d'huile des aiguilles de sapin, de cèdre et de pin. Disons que c'est fait spécialement d'huile de sapin, est faite spécialement avec l'aiguille de sapin. C'est-à-dire que ça prend au moins, pour faire de l'huile, ça prend au moins plus d'aiguilles que de bois passablement. Oui. On a une échiquetteuse. Oui. Le rendu comme ça, là, lui, là, il est tel qu'il est dans l'alambic. À la sortie du moulin, ça sort dans un carroyeur. Le carroyeur dampe tout de suite dans les alambics. Mais à quoi sert-elle, cette huile-là? Ça va dans les produits pharmaceutiques, dans les cosmétiques. Est-ce que ça peut aller dans les médicaments aussi? Oui. Cette technique est utilisée de façon artisanale depuis plusieurs dizaines d'années, mais l'usine du JAL est la première à le faire à l'échelle industrielle. Lors de la mise sur pied de cette industrie, on a recueilli auprès de la population 28 000 $, soit 36 % des actions de la compagnie. L'usine, les Essences JAL Incorporées, fonctionne maintenant par ses propres moyens. Elle est en opération durant 6 mois par année,
c'est-à-dire de juin à novembre inclusivement. Le projet JAL est le plus gros producteur de pommes de terre de semences au Québec. Les épreuves de récolte nous ont démontré que la semence produite au JAL est pratiquement exempte de virus. C'est le plus haut standard au Canada dans la production de classe fondation. Dès le début du projet, la population du JAL investissait près de 30 000 $, ce qui est remarquable pour une population de 2 000 habitants en milieu défavorisé. Propriétaire et gestionnaire, la coopérative encadrait une équipe de travailleurs salariés responsables de la production de plus de 100 acres. La structure particulière de la coopérative eut des incidences directes sur la situation financière du projet. Ainsi, de par la composition de ses membres, qui ne sont pas majoritairement des agriculteurs, elle n'était pas éligible au crédit agricole. Par conséquent, la coopérative devait supporter des frais de financement supplémentaires. La diminution constante des prix entre les années 1975 et 1979 et l'absence d'un véritable programme de stabilisation des revenus équitable pour la pomme de terre de semences explique en grande partie le déficit cumulatif de cette production en 79-80. À cause de facteurs indépendants de sa volonté, la coopérative n'avait d'autre choix que de se départir de ses actifs agricoles au profit de producteurs qui, eux, seraient éligibles au financement de l'Office du Crédit agricole du Québec. Au printemps 80, le projet Pommes de terre de semences fut donc transféré au groupe JMD, producteur du territoire qui en assume maintenant la bonne marche. Lors de l'identification des ressources du milieu, une forte concentration d'érable à sucre avait été recensée dans le secteur de Lejeune. Les résultats d'une recherche sur son potentiel d'utilisation s'avérant positifs, on demande au programme d'aide à la création locale d'emplois de s'impliquer pour la mise en place du projet érablière. Au début de septembre 1976, commence la construction des premières installations. Ces installations se composent d'une sucrerie moderne et d'un bâtiment pour les réservoirs d'eau d'érable. La façon la plus efficace de ramasser cette eau sucrée est d'utiliser des tubes de plastique dans lesquels on fait le vide avec l'aide d'une pompe. Le fait d'aspirer l'air dans les tubes double la production tout en facilitant le nettoyage. Il s'agit là du système SISVAC. Comme le projet prévoyait une création permanente d'emplois, il fallait donc dès le début, en plus de la production de sirop d'érable qui augmentait d'année en année, prévoir d'autres activités que la production principale. De là est venue l'idée de la grande coulée, restaurant, bar, salle de réception. Toujours pour garder des emplois, l'érablière transforme elle-même la plus grande partie de son sirop en produit fini. De 80 à 85 % du sirop est mis en marché sous forme de bonbons, tire, beurre d'érable et sucre du pays. Jusqu'à cette année, l'érablière étant propriété de la coopérative, la bonne marge de l'entreprise était sous sa responsabilité. Cependant, une des exigences du programme PAC était que l'entreprise revienne aux travailleurs. La population du JAL décida en Assemblée générale que la compagnie La Grande Coulée Incorporée appartiendrait à 49 % à la coopérative de développement et à 51 % à la coopérative de travailleurs. Les gens du JAL ont de tout temps été fortement intéressés par les entreprises manufacturières qui permettraient une diversification intéressante de l'économie de notre région. Ainsi, une importante usine de transformation de bois opère depuis 1932 à l'eau renversée. Bégin et Bégin Incorporé fabrique des goujons, des dormants, des cales, des manches et du charbon de bois. Elle emploie plus de 60 travailleurs. Au printemps 81, un groupe d'artisans qui s'intéressait au marché du cercueil de bois est entré en contact avec M. Herman Bélanger, seul producteur à l'est du Québec. Son entreprise était en sérieuse difficulté financière. Cependant, sa production bien faite, planifiée, utilisant un procédé qui évite perte de temps et de matériel, associé à des marchés encore disponibles, permettait tous les espoirs de survie de l'entreprise. La coopérative fit une offre de financement. M. Bélanger accepta de relocaliser son entreprise. Les cercueils du Bas-Saint-Laurent s'installeront au JAL. La production prévue atteindra à la 3e année d'opération 3000 unités et aura créé 14 emplois directs. Pourquoi cette relocalisation ici, dans le JAL, et non pas ailleurs? De l'aveu de M. Bélanger, l'enthousiasme de la population,
sa solidarité dans les moments difficiles et sa participation financière à la consolidation de l'entreprise sont autant de raisons qui ont joué en faveur du JAL, malgré les offres de nombreux investisseurs intéressés. La Corporation touristique JAL est opérationnelle depuis 1978. Ses objectifs sont de concrétiser la vocation touristique du JAL et de tracer avec les intervenants les orientations futures. Notons avant de poursuivre qu'une philosophie toute particulière du tourisme s'est développée dans le JAL, privilégiant le contact humain. On considère qu'il est préférable de bien accueillir 50 personnes pendant 10 jours et de les faire participer à la vie du milieu, plutôt que d'en recevoir 500 en une seule journée. La Corporation assure le lien entre les intervenants touristiques. Elle assume en partie les réservations et l'accueil et représente le JAL auprès des organismes de l'extérieur œuvrant dans le domaine touristique. Elle s'est occupée de dépliants touristiques et a équipé le parcours canot-camping de haltes et de relais. Parcourons rapidement les infrastructures touristiques. Le Ranch des Montagnards Incorporé est un centre de randonnée équestre ouvert à tous, durant les 12 mois de l'année. Différentes activités sont prévues pour chacune des saisons. De longues et belles promenades dans des sentiers bien aménagés, entourés d'une nature des plus sauvages, des activités diversifiées et un accueil chaleureux font le succès de ce centre de randonnée équestre. Avec ses randonnées de plusieurs jours, la philosophie du ranch concorde parfaitement à celle du tourisme jalois, privilégier le contact humain. Comment vous avez su qu'ici à JAL, vous pouviez passer d'excellentes vacances? Bien, c'était au début de l'été. J'ai vu une annonce dans le journal et l'équitation, j'aime bien l'équitation. Alors, je me suis dit que peut-être dans les Appalaches, surtout le coin ici, là, ça pourrait être quelque chose de merveilleux. Une randonnée à cheval de 6 jours. Ça pourrait faire changement avec les petites randonnées d'1 heure qu'on fait. Alors, je voulais vivre vraiment l'expérience avec de 6 jours, long avec le cheval. L'entretenir, le soigner, le sceller moi-même. On trouve à l'érablière de la Grande Coulée Incorporée une auberge comprenant une cuisine dans laquelle on prépare des repas traditionnels, une salle de réception, un bar, et pour ceux qui désirent séjourner plus longtemps au JAL, un dortoir pouvant héberger 25 personnes. Au printemps, le temps des sucres est évidemment l'activité la plus importante. Cependant, la Grande Coulée offre en toute saison des activités de plein air. On peut y pratiquer la pêche à la truite, la promenade en forêt, la raquette, la glissade en traîneau et le ski de fond dans un environnement exceptionnel. Le circuit canot-camping a été aménagé sur un trajet couvrant 88 km entre les lacs Squatek et Témiscouata. Des haltes comprenant foyers, refuges, tables et toilettes accommodent les campeurs. Il faut au moins 2 jours pour le faire, mais il est beaucoup plus agréable d'en prendre 3 ou 4. Les 3 municipalités du JAL ont le privilège exceptionnel de se situer aux abords de beaux et grands lacs. Le vacancier qui désire reprendre contact avec la nature, l'air pur et le calme s'y trouve bien servi. Ces plages sont aménagées de façon à offrir aux amateurs de camping et de plein air tous les services nécessaires à leur commodité. Toujours dans le but de favoriser l'intégration du tourisme au milieu, nous avons privilégié jusqu'ici l'hébergement dans des maisons et des fermes plutôt que sous toute autre forme. Avec le gîte rural, on raffermit davantage la philosophie du tourisme au JAL. Cette forme d'hébergement est beaucoup appréciée par les visiteurs qui peuvent participer et s'intéresser à la vie familiale et sociale des Jalois. Vous avez choisi volontairement de demeurer sur une ferme d'hébergement. Pourquoi? Parce que je trouve ça plus chaleureux, puis t'apprends plus ce que les gens font sur la ferme, puis leur vie aussi. Puis on avait fait du camping quand on était venus, mais en camping, tu connais pas beaucoup de gens, tandis que là, tu t'apprends à connaître les gens. Dans le rang, on a commencé à connaître d'autres mondes, même aujourd'hui. Vous vivez à leur propre rythme, ça vous permet aussi d'avoir une très bonne nourriture. Est-ce que vous l'avez dit? Oui, c'est très bon la nourriture. C'est vraiment de la nourriture maison. Tout, ou presque tout, est fait à la maison. Le pain, la confiture... Ça vous coûte combien rester ici pour une semaine environ?
Ça coûte 7 $ par jour, nourri, logé, 3 repas maison, plus une bonne nuit de sommeil. Moi, je trouve que c'est fantastique parce que dans un hôtel, t'as pas ça, je veux dire. Puis t'as pas l'atmosphère chaleureuse d'une famille en campagne non plus. Vous trouvez que c'est un prix raisonnable? Très raisonnable comparativement à les hôtels, puis encore là, c'est bien différent aussi. Jusqu'ici, vous êtes satisfaite de vos vacances? Oui, très satisfaite, même ça me tente de revenir à l'hiver, puis au printemps. Pour répondre à une augmentation croissante du tourisme, la Corporation touristique cherche cependant une forme complémentaire d'hébergement. Les Jallois ont le sens de la fête. Ils aiment s'amuser et les saisons ainsi que les événements qui s'y rattachent servent souvent de prétexte à des festivités de toutes sortes. Fêtes champêtres, méchouis, carnaval, tournois sportifs, érables, semences, tir à la carabine, festival du Pointu. Permis de bord, tout est en conséquence. Aujourd'hui, ça suit, ça. Ben voyons, ça en prend à peu près comment, 300, 400 Ah, dizaines? cette année, ça nous en fait 300 dizaines. De Pointu? Ah de oui. Pointu. Est-ce que ça attire beaucoup de monde? Beaucoup de monde de l'intérieur du JAL et des alentours, même du Nouveau-Brunswick, du Maine, même de l'Ontario. J'ai vu des gens de l'Ontario l'année dernière, Montréal, Québec. En fait, c'était une fête nationale, quoi. C'est fantastique. Puis c'est le seul endroit, je pense, au Québec où on a le droit de prendre du Pointu. C'est le seul endroit qu'on a le droit de prendre du Pointu. Quand même, il y en a d'autres Pointus dans d'autres parties de la province, mais on n'a pas le droit de le prendre. Est-ce qu'il faut un permis, donc? Il faut un permis qui coûte quoi? C'est minime. On a le droit de pêcher pendant un mois de temps. Ces fêtes favorisent une meilleure communication entre les gens du JAL. Les personnes de l'extérieur y sont toujours les bienvenues. Depuis mars 1974, un bureau d'extension des services du Centre de main-d'œuvre du Canada est en opération à Loup-Renversé sous le nom d'Interprif. Dans un premier temps, Interprif dispense toute la gamme des services de main-d'œuvre aux populations du JAL, de Squatec et de Biencourt, qui, en raison de l'éloignement, ne peuvent profiter adéquatement des services offerts par Emploi et Immigration Canada de Rivière-du-Loup. Un deuxième secteur d'activité d'Interprif est la création d'emplois par le développement des ressources du milieu. En effet, depuis sa formation, cette extension travaille de concert avec la coopérative à la recherche, l'élaboration et l'encadrement de différents projets. De plus, ce centre s'occupe de former la main-d'œuvre locale pour consolider l'administration des projets et en assurer ainsi la survie. Cet organisme a un rôle majeur à jouer dans le développement du territoire. Il répond parfaitement aux demandes de la population. Les gens apprécient ses services et en ont un réel besoin. Le 5 juin 1978, JAL-JAS fut légalement constitué et reconnu comme responsable de l'information dans le JAL. À ce moment-là, JAL-JAS opérait une radio communautaire et un journal. Beaucoup d'énergie et d'efforts furent consacrés pour le fonctionnement de ces deux médias, tant de la part de la population que des permanents. Cependant, depuis octobre 80, le conseil d'administration de JAL-JAS a décidé de fermer les portes de Radio JAL, préférant mettre des énergies à la rédaction d'un bulletin bimensuel et d'en assurer la distribution gratuite à toutes les familles des 4 secteurs. JAL-JAS Incorporé n'est pas rentable financièrement et ne le sera sans doute jamais. Par contre, sa rentabilité sociale est très importante pour le développement du JAL. L'originalité du JAL vient aussi de ses nombreux comités. Ils ont été non seulement présents, mais aussi à la base de tous les dossiers importants de la coopérative. C'est à l'intérieur de ces comités qu'on voit le plus la participation active de la population dans la conception des projets. Il serait trop long de définir les objectifs de chacun des comités. Mentionnons cependant la naissance et l'existence du bulletin et de la radio, la modernisation du service téléphonique et des nombreuses démarches qui y ont été nécessaires, les pressions massives faites à maintes reprises aux représentants régionaux du ministère des Transports pour l'amélioration du réseau routier, l'apparition de HLM dans une zone appelée à disparaître quelques années auparavant. Ce ne sont là que quelques résultats parmi d'autres du travail soutenu de centaines de bénévoles qui ont travaillé dans ces comités.
Parallèlement à ces projets collectifs, se sont développés ou consolidés des entreprises privées et des services municipaux. Centres de menuiserie, regroupements de fermes, culture en serre, abattoirs, services d'incendie, bibliothèques. La coopérative de développement a été pour beaucoup dans ce développement en agissant comme catalyseur des énergies et agent de motivation. La population qui désire rester dans son milieu est consciente qu'elle doit développer et aménager l'ensemble de toutes les ressources disponibles dans ce milieu. Chacune d'entre elles doit être exploitée rationnellement dans l'optique d'une productivité maximum. Dans une telle perspective, chaque secteur du développement a son importance et ne devra pas être laissé de côté. C'est pourquoi l'on parle d'aménagement intégré. Le projet JAL a été une riposte à la fermeture des paroisses qu'on voulait lui imposer. Une prise en main organisée, volontaire et évolutive, celle de la population. Le JAL est né d'une lutte qui n'a pas cessé depuis. On a connu succès, repli, erreur, récupération, mais on est toujours resté fidèle au principe d'autodétermination. Les Jalois ne sont pas une sorte d'avant-garde éclairée et révolutionnaire au Québec. Ils sont simplement des gens qui ont décidé de mettre en place des activités socio-économiques de base afin de pouvoir vivre chez eux, par eux-mêmes et pour eux-mêmes. L'histoire du projet, c'est les gens du JAL, leurs gestes, leurs espoirs, leurs actes quotidiens. Bref, la société jaloise qui se crée, se transforme et s'améliore. Le JAL des années 80 est certes différent de celui des années 70. Il évolue et évoluera dans le temps selon les priorités et la collectivité qui l'animeront. Le projet JAL, c'est le passage de l'espoir à la réalité.